zou graag verder willen gaan in het Nederlands of naadloos overschakelen van ene taal naar de andere, maar dat zou vast te moeilijk zijn voor uw oren. Bedankt. Donc, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui un débat qui est organisé ce soir suite à une proposition de la revue Septentrion et son site web Les Plats Pays, qui est en fait une création de l'association flamande Ons Erfdeel. Alors, ce débat va se tenir à partir du numéro de la revue et de son dossier particulier Entre voisins, qui est consacré à ce constat qui en agace certains, wallons et néerlandophones, qui sont pourtant voisins, ne se connaissent pas ou ne se connaissent plus. Cette proposition faite à l'Université de Liège a été accueillie avec enthousiasme par notre institution et notre rectrice qui n'est pas là ce soir, je pense. Nous sommes ravis d'accueillir, de co-organiser ce débat. Ça fait partie de nos missions d'une université qui est citoyenne, un lieu de débat. Nous remplissons par là sans doute notre rôle sociétal et déconstruire les clichés est sûrement un bon moyen d'animer le débat public. Alors en fait, ce n'est pas une première cet événement puisque la revue Septentrion a déjà été accueillie en ces murs il y a très longtemps, en 1996, à l'Université de Liège donc. Et à l'époque, c'était le recteur Arthur Botson qui était en poste et comme bourgmestre, nous avions Jean-Maurice Dehousse. Et la reine Fabiola avait même assisté à cet événement. Alors nous sommes en 2024, les temps ont changé. Néanmoins, les questions demeurent, elles restent ouvertes, elles évoluent aussi. Et donc je suis vraiment ravie de voir une salle aussi pleine et aussi diverse. Je félicite les personnes qui ont organisé ce bel événement et qui lui ont donné une surface aussi importante. Il y a parmi nous des étudiants, des membres du personnel académique, et puis, je le vois, des personnes extérieures. Certaines résident en Flandre, d'autres résident en Wallonie. Il y a également des étudiants, à ma connaissance, qui viennent non pas de l'université, mais de l'enseignement supérieur ou de promotion sociale. Voilà, les publics sont divers, c'est très heureux et je m'en réjouis. Alors moi, je ne vais pas continuer le débat moi-même. Je vais remercier les deux autres partenaires de la soirée, le magazine Wilfried, qui est ici représenté par son rédacteur, et le site ou le média en ligne Dardar. Ce sont, Wilfried et Dardar, deux médias qui cherchent aussi à jeter des ponts entre nos deux communautés linguistiques, francophones et néerlandophones. Je vais remercier tous les intervenants du panel qui seront présentés dans une seconde par Françoise Barré. Et je voudrais tout de suite vous souhaiter un excellent débat en introduisant Monsieur Hans Van Acker, qui est responsable d'édition de la revue Septentrion et qui va donc me succéder au pupitre. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier la professeure Kemax et l'UL Liège pour leur hospitalité. Et mes remerciements vont également à Didier Moreau et Estelle Portasso. Ce fut un réel plaisir pour mes collègues et moi-même de travailler avec eux en vue de cette soirée dans ce lieu historique et superbe. Puis-je remonter un peu dans le temps ? Nous nous arrêtons en 1830 et voyons le professeur néerlandais Johannes Kinker qui quitte Liège. Vite, vite, et la queue entre les jambes. Depuis 13 ans, Kinker occupait la chaire de littérature et rhétorique néerlandaise à la toute jeune université de l'État de Liège. Avec son style peu conventionnel, ce poète, philosophe, avocat, s'était surtout attaché les faveurs des étudiants. Mais au cours de la turbulente année révolutionnaire, la cité ardente ne voulait plus de lui. Kinker, voyant venir l'orage, s'enfuit, surpris, fâché et non sans amertume. Ceci
n'est qu'un des nombreux moments où les choses ont mal tourné entre néerlandophones et francophones. Un exemple plus récent, il y a quelques 15 ans, les lecteurs du quotidien néerlandais De Volkskrant proclamaient Liège la deuxième ville la plus laide du monde. Imaginez un peu. Soyons honnêtes, les Flamands, eux aussi, n'ont parfois pas peur de cultiver des images négatives. La manière dont les médias flamands informent sur la Wallonie et dont plusieurs Flamands parlent de leurs compatriotes francophones ne fait souvent pas preuve de beaucoup de clairvoyance et d'empathie. Cela me semble même être un euphémisme. Mais permettez-moi de le dire, il en va de même dans l'autre sens. Plus d'une fois, j'ai été surpris, entre guillemets, par l'image du Belge néerlandophone créé dans le sud du pays. Pour combler le fossé qui apparemment nous sépare, il y a entre autres la revue bimestrielle Septentrion, miroir de la culture en Flandre et aux Pays-Bas, fondée il y a longtemps avec comme devise une citation de Paul Valéry. Enrichissons-nous de nos mutuelles différences. Septentrion est ni plus ni moins une main tendue de la néerlandophonie à la francophonie. Depuis quelques années, Septentrion se sent moins seul. En 2019, la même institution culturelle flamando-néerlandaise qui a créé Septentrion a lancé les Plats Pays, site internet francophone géré par ma collègue très dévouée Evelyne. Qu'il s'agisse de littérature, de la langue néerlandaise ou de faits de société, pour ceux qui veulent se tenir au courant de ce qui se passe en Flandre et aux Pays-Bas, les Plats Pays est pour moi un must. Et cela vaut autant pour tous ceux qui s'intéressent à la riche histoire de la région de langue néerlandaise. Il est bien sûr possible de s'inscrire à notre newsletter et de se procurer des exemplaires de Septentrion ici. Mais vous verrez que chaque numéro de Septentrion contient un vaste dossier composé de plusieurs articles mettant en lumière un sujet particulier. Ainsi, dans le premier numéro de cette année, vous pourrez découvrir Entre voisins, dossier aux sous-titres éclairants La Wallonie et le monde néerlandophone. C'est en réalisant ce dossier qu'est née l'idée d'organiser une table ronde sur la manière dont wallons et néerlandophones se perçoivent mutuellement, la manière dont les stéréotypes se créent et s'entretiennent. Comme vous l'avez compris, l'intention n'est pas d'amplifier les différences. Non, sauf imprévu, personne n'aura à fuir Liège aujourd'hui. Il s'agit en revanche de mieux se comprendre, de mieux comprendre les sensibilités des uns et des autres. Parce que, en somme, c'est fort simple, ceux qui font preuve de compréhension travaillent mieux ensemble. Françoise Barré, journaliste à la RTBF, animera le débat, et François Brabant, rédacteur en chef de l'inégalable Wilfried, le magazine qui raconte la Belgique, en résumera les principales conclusions. J'ai bien parlé trop longtemps, passeur d'idées et de la culture, la parole est à vous. Bon, je vais me mettre debout parce qu'assise, ça ne va pas. Goedenavond, bonsoir. Dissobinez det Sichal. J'ai mélangé les wallons, c'est du wallon pour les flamands, voilà. Sichal, ça veut dire ici, en wallon liégeois, n'est-ce pas? Voilà. Et et binez, c'est pas du wallon d'ici. Voilà. On est bien et chêne, ça veut dire ensemble. Alors nous allons dans la décontraction, mais aussi dans l'analyse et en approfondissant, essayer d'aborder et de dépasser tous les clichés que nous connaissons tous, puisque le thème de cette soirée, c'est au-delà des clichés. On va faire appel à vos souvenirs, à vos connaissances, pour décortiquer ces clichés. Ce sera la première partie de cette rencontre. Ensuite, nous parlerons d'une possible
identité wallonne et flamande. Est-ce que l'identité, il en faut une? Est-ce qu'elle existe? Comment est-elle? Quels sont ses contours, si elle existe? Et ensuite, nous allons dépasser les clichés pour essayer de construire ensemble quelque chose. Est-ce qu'on peut les dépasser? Est-ce qu'on peut vivre au-delà des fantasmagories qui nous animent de part et d'autre de cette frontière linguistique qui est comme un mur de Berlin depuis 1962? Alors, pour nous accompagner dans cette réflexion, des linguistes, des journalistes, des essayistes, des historiens, puisque l'histoire éclaire toujours le présent. Alors, Maud Ghosn est avec nous, elle est traductologue. Moi, de mon temps, on disait traductrice, mais on dit traductologue, spécialiste évidemment du néerlandais et du français. L'historien qui est là, c'est Vincent Scheltjens, bon, Scheltjens comme on dit chez nous. Il est docteur en histoire de l'université d'Anvers. Mon collègue Aubry Touriel, parce qu'on a travaillé ensemble dans la même rédaction, qui est rédacteur en chef adjoint chez Dardar. Et puis, on ne peut pas dire en hollandais. C'est fini, on ne peut plus dire. C'est un néerlandais qui vit en Wallonie, un essayiste, un écrivain. C'est Ricus van der Kwast, mais il m'a dit qu'on devait dire Rick, parce que Ricus, décidément, ça fait trop hollandais. C'est vrai, non? Vous préférez Rick? Voilà. Alors, comment nous voyons-nous de part et d'autre dans ce monde néerlandophone? Quand on dit monde néerlandophone, c'est parce qu'il y a évidemment les Pays-Bas, la Flandre, et les Wallons, c'est parce que les Wallons, c'est le territoire. C'est un peu étrange, cette subdivision, puisqu'on dit les néerlandophones, eux, ce serait la langue, et les Wallons, ce serait plutôt les habitants de la Wallonie. Il y a une petite difficulté, mais comme il fallait coupler les Pays-Bas et la Flandre, on dit le monde néerlandophone. Alors, petit tour de table, d'abord, égrenez-nous quelques lieux communs. On les connaît, le flamand est travailleur, le wallon est fainéant. Le flamand était collaborateur, sûrement pas le wallon, ce que l'histoire dément complètement. Il est toujours à l'heure. Il mène bien ses affaires, le flamand. Un homme politique flamand a le sens de l'économie et gère bien le pays. Voilà. Le flamand pense que le wallon aime la bonne chair, rit, dort beaucoup, fait la fête, et surtout que le wallon est propriétaire de l'eau et de l'Ardenne. Alors, passons en revue, Maud. Pour vous, quels sont les fantasmagories, les lieux communs, quelques clichés que vous pourriez épingler, mais que vous pouvez démonter? Comment les Flamands voient les Wallons? Je préfère les démonter plutôt que de les égrener. Mais il y a quand même autre chose. Il faut quand même ajouter quelque chose. L'idée des Flamands qui sont tenaces. Je pense que c'est quelque chose courageux, tenace. Et en fait, j'ai l'impression que ce sont des clichés qui sont beaucoup plus larges que flamand versus wallon, puisque en fait, ce sont les clichés généraux qui opposent le monde latin et le monde germanique. Ça fait des siècles qu'on dit que le peuple germain est mystique, qu'il est tenace, qu'il est dur, qu'il est rigoureux, et à l'inverse que le monde latin est plus léger, est moins fiable, et des choses comme ça. Et j'ai l'impression que tous ces clichés qui sont appliqués maintenant à la Flandre et à la Wallonie, ben, en fait, ce sont ces mêmes oppositions-là qui sont déclinées selon les contextes politiques, parce qu'entre la légèreté et la paresse, bon, finalement, il n'y a qu'un pas, et on pourrait penser... Vous avez l'impression que si on est bienveillant, les clichés sont plus bienveillants. Si on l'est moins, ou si on a une intention plus politique, on grossit le trait? Oui, je pense, oui, tout à fait. Oui. Aubry? Oui. En tant que journaliste, et puis bon, vous parlez les deux langues, vous travaillez un pied dans le monde néerlandophone et un pied dans le monde francophone. Les clichés, ils vous animent aussi, vous devez vous en défaire quand vous écrivez? Ben justement, c'est un peu une de mes missions, c'est d'écrire sur la Flandre sans ces clichés, parce qu'on voit souvent
Parce qu'avec Dardar, en fait, depuis le début de l'année, on organise des workshops en communication interculturelle. Donc, au départ, quand on parle de communication interculturelle, on pense peut-être on a des collègues qui habitent en Asie ou aux États-Unis. Mais en fait, Interculturel, c'est entre francophones et néerlandophones. voilà, et le but de ces ateliers, c'est justement de rapprocher néerlandophones et francophones. Et on commence justement l'activité par ce que vous venez de décrire. C'est si je vous dis flamand, vous pensez à quoi? Si je vous dis francophone ou wallon, vous pensez à quoi? Et on a fait exprès de choisir ces termes flamand et wallon pour justement faire sortir ces stéréotypes. Et un des stéréotypes qui revient souvent, c'est par exemple les francophones pensent que les flamands ne veulent pas d'eux. Les flamands ne veulent pas des wallons. Parce que, en fait, les messages relayés dans les médias, c'est les messages politiques. Et on sait qu'en Flandre, les deux premiers partis, les plus grands partis, sont des partis nationalistes. Et donc, en fait, il y a beaucoup de francophones qui restent avec cette image. Et déjà, là, les dernières élections font qu'il y a près de 50% des électeurs qui ont voté pour un parti nationaliste. Mais du côté francophone, c'est vraiment ils votent NVA, ils votent Vlaams Belang, ils ne veulent pas de nous. Alors que si on va un peu à leur rencontre, on parle avec eux, ce que j'ai fait lors de différents reportages pour la RTBF, mais pour Dardar, un podcast qui s'appelle Drink Drink, je fais un peu de placement de produits. Là, on se rend compte qu'il y a des gens qui votent pour le Vlaams Belang qui en fait sont belgicistes. Il y a des gens il y avait un jeune de 23 ans, il me dit oui, moi je vote Vlaams Belang parce que mon papa, il a toujours voté Vlaams Belang, mais par contre, tous les 21 juillet, il va regarder le défilé. Il va cette image, il n'a rien contre les francophones en soi. Et donc ça, c'est un cliché que les francophones ont sur les flamands, parce qu'ils analysent le comportement des flamands seulement sur le comportement électoral. Alors que, à mon sens, À l'aune des messages politiques ou des résultats des élections? à cause du résultat des élections et aussi le message qui sont véhiculés par ces partis politiques, qui sont ensuite relayés par les journalistes francophones, parce qu'on aime bien le sensationnalisme aussi, et qu'on se dit, ah oui, souvent on voit que c'est les extrêmes qui... Alors que peut-être la partie de la population extrême est petite, en fait, on aime parler de ça parce qu'il y aura plus de clics, parce que ça fait parler. Alors que si on va un peu plus loin dans le dialogue et à la rencontre des gens, on se rend compte que, et c'est pas pour les défendre d'office, mais c'est en tout cas pour se dire, écoutons-les et demandons-nous pourquoi il y a des gens qui votent Vlaams Belang, pourquoi il y a des gens qui votent NVA, et est-ce que c'est forcément parce qu'ils sont contre les Wallons? En tout cas, d'expérience, j'ai l'impression que c'est pas le cas pour la majorité des électeurs de ces partis. Alors, vous arpentez le terrain, vous allez à la rencontre d'eux, donc vous pouvez percevoir d'où viennent les clichés. Est-ce que c'est des clichés qui sont inscrits, construits par le discours politique, ou ce sont des clichés nourris par une expérience de vie, les uns avec les autres? Donc imaginons, pour faire simple, des Flamands qui vont à Chimay. Je prends Chimay parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à Chimay. Voilà, ils viennent boire de la bière trappiste. Est-ce que c'est par leur expérience de week-end qu'ils nourrissent leurs clichés sur les Wallons, ou bien c'est déconnecté d'une vie ensemble? Il y a les deux, mais je pense que de manière générale, c'est qu'il n'y a pas assez d'échanges. Et donc on reste dans sa bulle. Et vu qu'on ne connaît pas l'autre, qu'on n'a pas souvent eu l'occasion de rencontrer des personnes, je sais pas, aller quelqu'un qui habite à Bastogne, il va peut-être pas rencontrer facilement quelqu'un en Flandre occidentale. Et donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de dialogue et on reste du coup sur ces clichés parce qu'on ne rencontre pas l'autre. Et donc, le manque d'échange fait que ces clichés sont renforcés parce que la seule information qu'on a sur la Flandre ou les Flamands sur les Wallons, ça vient des médias et les médias relaient les messages politiques. Donc c'est un peu un engrenage qui fait qu'on reste un peu dans cette bulle et dans ce sentiment de dualité aussi, parce que le politique, je reste au niveau néerlandophone, mais vos flamands, les nationalistes ont intérêt à faire passer le message de il y a les Flamands et les Wallons. Et je fais une toute petite anecdote par rapport au titre de l'événement d'aujourd'hui. On dit les Wallons et les néerlandophones, et les Bruxellois,
Ils sont où? Les Bruxellois francophones, ils ne sont pas intégrés dans la dénomination de ce débat. Moi, je suis liégeois d'origine. En fait, c'est une anecdote que j'aime bien raconter, c'est que je suis liégeois d'origine, anversois de cœur parce que j'y ai habité 6 ans, mais bruxellois de fait. Et donc, l'identité est un mélange complexe et on peut le prendre dans tous les sens. Et voilà, donc ici, on peut se rendre compte que n'oublions pas les différentes couches de chacun. Mais justement, en parlant de couches, Vincent Scaltins, il y a les couches de l'histoire. Et vous avez commis un excellent article que je vous conseille dans la revue Septentrion sur les aspects historiques mouvants de ces clichés. Il y a des clichés qui tiennent parfois de l'explication économique, parfois aussi de la biologie. On sait très bien que c'est Troclès, si je pense bien, qui est un Wallingant qui disait que la race wallonne ne pouvait s'exprimer que si le français était dominant. Donc on le voit très bien dans votre article que ce que l'on pense aujourd'hui être de toute éternité ces clichés, en fait, pas du tout dans les différentes couches de l'histoire de la Belgique depuis 1830. Oui, en effet. Maintenant, quand on parle de clichés, il faut savoir qu'on parle de stéréotypes, de caricatures et des choses qui, en dernière instance, ne sont pas des réalités. Ça, il faut bien se mettre en tête. Hein. Quand on parle de clichés, comment pensent les Wallons des Flamands et vice-versa, on est tout de suite dans les clichés parce qu'il y a beaucoup de Wallons, il y a beaucoup de Wallons qui pensent de façon différemment de la Flandre, des Flamands et vice-versa. Donc il y a une homogénéisation et il y a des clichés. Donc tout ça, c'est très dangereux aussi. Hein, parce que Mais le cliché a toujours été là. Le cliché a toujours été là. Ça a à voir avec le fait que tout de suite après la création de l'État belge, il y a eu des efforts des intellectuels, historiens, académiciens, etc., de bâtir une identité belge. Et cet effort a été un peu contrecarré, d'abord par un effort de construire une subidentité flamande et au tournant du siècle, une subidentité wallonne. Et donc, tu as la construction d'identité nationale ou régionale, mais en concurrence. Hein. Et donc, Et pourquoi il y a toujours eu cette concurrence? Pourquoi l'identité nationale n'a pas supplanté les velléités identitaires régionales? D'une façon ou d'une autre, elle s'est bien imposée. Hein. Le fait est là que la Belgique existe toujours. Hein. C'est peut-être un failed state, mais le failed state le plus réussi au monde, si vous voulez. Mais il y a en effet eu, à travers l'histoire, la construction de ces identités flamandes d'abord, puis wallonnes, mais pas toujours en concurrence avec la Belgique. Au début, le mouvement flamand était belge patriotique et voulait que le fait flamand soit reconnu afin de renforcer la Belgique et l'image de la Belgique, afin de marquer une différence avec la grande France au sud qui était vue comme, par ces petits intellectuels flamands, qui était vue comme quelque chose de menaçant. Par contre, en Wallonie, les gens se disaient, oui, nous avons aussi nos patois, nos dialectes, mais nous ne les imposons pas comme une langue. Donc ce que vous faites, c'est un peu du ridicule, parce que la langue qui est la langue lingua franca, comme l'anglais aujourd'hui, à cette époque, c'était la langue de l'économie, de la pensée intellectuelle et scientifique. Et donc là aussi, par patriotisme belge, il se disait, écoutez, afin que la Belgique soit reconnue comme un nouveau État, mais un État qui pèse et qui est reconnu en Europe et dans la civilisation, il faut que ce soit un État qui parle la langue des civilisés et donc le français. Donc c'est ça qui était... C'était ça les données au début de l'histoire de l'État belge. Et puis, il y a eu la Première Guerre mondiale avec un glissement d'une partie du mouvement
flamand vers un nationalisme flamand, c'est-à-dire l'introduction d'un autre projet d'État. Qui n'était pas la reconnaissance d'un particularisme linguistique, mais qui était la velléité d'un État flamand. Exactement, parce que jusqu'à ce moment, le mouvement flamand voulait des droits pour les Flamands, des droits linguistiques, et accrochés aux droits linguistiques, les droits sociaux, la mobilité sociale, etc., pour les Flamands, au sein d'un État belge qui était accepté. L'orangisme était déjà passé, l'État belge était accepté. À partir de, disons, la fin de la Première Guerre mondiale, tu as un courant nationaliste flamand qui dit non, ça ne va pas réussir au sein de cet État belge qui est un État ennemi, et donc il faut créer quelque chose qui soit différent, soit un État flamand, soit s'accrocher aux Pays-Bas. Le Dietsland, l'idée de Dietsland. Donc, c'est ça un peu les données. Et entre-temps, on avait un mouvement wallon qui n'avait pas un projet d'État wallon, mais un peu à partir de, disons, la deuxième, troisième décennie du XXe siècle, se dit, écoutez, il y a là quelque part un rouleau compresseur flamand, la démographie, la démocratisation va faire que les Flamands vont dominer politiquement cet État. Il faut quelque part... une réaction. Une réaction, il faut quelque part se protéger de cela. Et là, tu as la tension entre wallons et francophones, parce qu'il y a Bruxelles, mais il y a pour la première fois de façon explicite sur le terrain politique une idée qui va revenir en force à plusieurs étapes, qui était une espèce de repli afin de pouvoir faire ce que le wallon estimait de devoir faire entre eux en se protégeant de cette pression flamande. Et il y avait, avant 62 et la frontière linguistique, et puis avant le Wallenbuiten à Leuven, il y avait une circulation beaucoup plus importante entre le nord et le sud qui permettait de se protéger des clichés. Est-ce que les clichés sont anciens ou les clichés sont le fruit de la politique des 50 dernières années ? Non, les clichés sont plus anciens, mais les clichés se transforment, et les clichés s'adaptent à la conjoncture historique et s'adaptent aussi, et ça c'est intéressant, au rapport de force économique entre, disons, les communautés, pour le dire ainsi. C'était à l'inverse ? C'était à l'inverse. C'était plutôt les Wallons qui développaient les clichés de... Exactement, avec l'industrialisation de la Wallonie très tôt sur le continent, la première force industrielle Belgique grâce à ce qu'on avait en Wallonie, surtout, et une industrialisation extrêmement tard en Flandre, après la Deuxième Guerre mondiale, tu avais un poids, le rapport de force qui était pour les Wallons. Oui, vous le dites bien dans votre article, hein, vous dites dans les années 50-60, on voit arriver le cliché du flamand flexible et économe, de droite, politiquement évidemment, qui peut mener un budget responsable, travailleur, à l'inverse d'une Wallonie qui était à la traîne, ouais, et qui se cramponnait à l'idée de la Belgique. Donc on voyait plutôt le Wallon, oui, comme belgicain et le flamand comme séparatiste. Non, pas tous les Flamands comme séparatistes, mais le Flamand qui voulait des changements au sein de cet État belge. Et le Wallon qui disait, nous on gère, ça va bien, on a le lead. Parce mais, que même dans les questions que je vous pose, vous voyez que je fais aussi de l'essentialisme. Et je généralise, je dis les Flamands, les Wallons. Donc, exactement. Ça, oui. Alors que les choses sont évidemment beaucoup plus nuancées. Mais ce qui est intéressant, parce que vous l'avez nommé, Léon Troclet, dirigeant socialiste liégeois, si je ne me trompe, quand on voit son récit, son discours sur la Flandre et la Wallonie, au moment où la Wallonie est prospère industriellement, les bassins liégeois, où les Flamands viennent travailler dans les mines et dans la sidérurgie, oui. Tout ce qu'il dit sur l'autre côté, pour le dire ainsi, si on le traduirait en néerlandais aujourd'hui, on penserait
que ce serait Bart de Wever qui parle de la Wallonie. C'est ça au niveau des argumentations, des images utilisées, des clichés utilisés, etc. Et donc, on voit que tout ça a tourné. Mais cette conscience vivait déjà très vite, très tôt, je m'excuse, dans les têtes des gens qui animaient le mouvement wallon. Il se disait ceci, c'est un combat qu'on va perdre puisqu'on n'a pas la démographie et l'évolution économique ne va pas nous aider non plus. Hein. Et la démographie s'inverse à nouveau. La Flandre vieillit plus vite. Elle vieillit plus vite, mais bon, donc, oui, voilà. Aujourd'hui, les choses s'inversent. Maud, une remarque avant que je ne passe la parole à Rick, parce que vous vouliez intervenir. Juste une mini remarque par rapport au... on parlait de séparatisme et de volonté qui arrive après la Première Guerre mondiale. Mais en fait, la première volonté de séparation administrative de la Belgique provient de la Wallonie. C'est en 1898. C'est répété encore en 1912 avec Jules d'Estrées. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, au moment où la Wallonie était au plus fort de son industrialisation, il y avait aussi un discours identitaire et culturel qui était très fort et qui reposait aussi sur la langue, en fait, sur les différents wallons qui étaient, on ne proposait pas une langue nationale wallonne, mais il y avait plusieurs intellectuels qui suggéraient que chacun garde sa langue, le patois wallon en Wallonie, les patois flamands en Flandre, et que la langue de la diplomatie, de la politique, etc., soit le français. Mais donc il y a eu un mouvement culturel et linguistique wallon aussi important avant la Première Guerre mondiale. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais quand on dit séparation administrative d'Estrées 1912, c'était l'été de 1912, c'était un cri d'exaspération. Exaspération, oui. Voilà. Vu que les élections de juin 1912 étaient la défaite pour le cartel libéral-socialiste et une victoire pour le parti catholique qui était dominé évidemment par les Flamands. Et donc il y avait une majorité absolue au niveau politique en Belgique qui datait depuis 1886 et qui a duré jusqu'en 1919. Et c'était ça, cette idée de il faut se séparer, il faut quelque part se protéger des Flamands pour pouvoir rester nous-mêmes parce qu'il va y avoir une invasion. C'était ça le discours, l'image qui était utilisée. Quand on analyse ce discours, tu vois des images comme invasion, colonisation, etc. Ils savaient que tôt ou tard, les choses allaient changer et le rapport de force allait changer. Je jure que je rends le micro après. Et 1898, c'est exactement la même chose, puisque c'est la loi d'égalité à ce moment-là qui met le français et le néerlandais sur le même pied d'un point de vue institutionnel. Donc c'est aussi un cri de désespoir. C'est tout à fait vrai. Justement, à propos d'invasion, on va passer vers les Pays-Bas. C'est une impression qu'on a eue très souvent dans les clichés. Les Hollandais en vacances dans les Ardennes, dans les villages. Vous allez tous rire parce que vous pensez, enfin, vous connaissez tous, hein, ils viennent avec toutes les commissions dans le coffre, ils ne consomment pas, ils ne s'amusent pas beaucoup. Mais il y a quand même, si j'ai bien lu dans votre article, 130 000 Néerlandais qui vivent en Belgique et en Wallonie. Si j'ai bien vu dans votre article. Oui, oui, absolument. Il y a donc une fascination, ils dépassent les clichés. Ah oui, et ça ne date pas de hier. Disons, les Néerlandais ont déjà, bien sûr, il y a 150 ans, fait oui, son ils étaient bien chez eux, oui. Mais après l'indépendance, après la muette de Portici, comment les choses se sont passées? Même après, disons, fin du 19e siècle, pour les artistes, pour les peintres, pour les entrepreneurs, la Belgique, et surtout aussi la Belgique francophone, était un facteur très intéressant. Et je pense surtout parce qu'il y a un genre de liberté, en fait, un genre de tolérance, une mentalité de laisser vivre et laisser vivre qui n'existait plus aux Pays-Bas.
Est-ce que c'était avec une culture tout à fait calviniste, disons. Est-ce que c'était une fuite de la culture? Donc, c'était ce que l'on dit dans les clichés de la Wallonie latine, la décadence romaine, j'exagère, c'était ce vivre ensemble qui était attractif. Je pense, ou peut-être même un manque d'identité, disons comme ça. Le fait qu'il y avait plus déjà un genre d'internationalisme en Belgique. C'était plus cosmopolite. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité et je trouve que c'est overrated en anglais. Disons qu'on devrait plus ou moins, oui, en fait, se rendre compte que la Belgique est peut-être un des premiers pays qui est très bien placé à être un pays de guide, un pays qui est international, qui est à la base de l'Europe, qui ça, au lieu de se focaliser sur la définition d'identité. Vous habitez en Wallonie. Oui, j'habite en Wallonie. Oui. Qu'est-ce qui motive un Néerlandais à venir s'installer en Wallonie? L'amour. Mais c'est souvent la raison. Oui, absolument. J'ai quitté les Pays-Bas il y a 25 ans pour l'Italie. Et en Italie, j'ai rencontré ma femme francophone belge. Okay, ça, avec un petit peu de regret, j'ai quitté l'Italie. Mais ok, ça. Et pour venir vous installer à Liège. Oui, absolument. Oui, mais non, je dois dire, la chose qui m'a frappé en Wallonie comme néerlandais, je pense surtout que, disons, mes contacts néerlandais ne connaissent pas du tout la Wallonie. Il y a peut-être même pas de clichés. Il n'y a simplement pas de connaissances sur la Wallonie. Mais ils la situent comment? C'est là où ils peuvent venir faire du vélo tout près de chez eux? Oui, c'est là où ils peuvent venir faire du vélo parce qu'il y a des petites collines? Oui, exactement. C'est un paysage, c'est un paysage, ce n'est pas un lieu de vie. C'est un paysage. Il y a surtout, je pense, on sait par exemple, la plupart des Néerlandais ne savent pas qu'il y a une frontière commune entre la Wallonie et les Pays-Bas. Ok, c'est 35 km, mais quand même, il y a une... Alors que nous, on le sait très bien. J'espère, oui, je pense. Oui. Vous êtes... Et vous l'attribuez à quoi, ce manque d'intérêt, ce manque de connaissances? Je pense que c'est un petit peu lié au point que... oui, que c'est déjà levé avant. Avec un peu la confiance de la Flandre, il y a eu un genre de néerlandisation de la Belgique. Et de conséquence, la Flandre a presque fait un filtre sur la Wallonie. Aux Pays-Bas, je ne sais pas. Donc ça veut dire que les Pays-Bas voient la Flandre? Oui, exactement. Et voient la Wallonie sous un filtre flamand, en fait. Et c'est peut-être seulement il y a 10 ou 15 ans que ça a changé un peu, avec surtout l'extrême droite qui a monté en Flandre. Mais avant, je pense que c'était vraiment... Aux Pays-Bas, c'est pas triste non plus. Aujourd'hui, non, on a bien copié, c'est vrai. Mais oui, je pense qu'il y a absolument un manque de connaissance de la Wallonie. On voit qu'il y a beaucoup de littérateurs néerlandais qu'on ne connaît pas, nous, hein, mais qui sont venus s'inspirer, qui ont écrit beaucoup de poésie, beaucoup de romans, ici, qui utilisent le terroir wallon comme source d'inspiration. En fait, ça nous échappe complètement, on ne le savait pas. On pense qu'il y a de grands peintres, de grands littérateurs en Hollande, mais qu'ils sont hollandais, point. Et que ça ne peut pas, la Wallonie ne peut pas être une source d'inspiration. Ça veut dire qu'il y a quand même une perméabilité. C'est poreux, la frontière. Oui, absolument. Oui. C'est pour ça que c'est un peu artificiel, je pense, de parler d'identité et de faire la polarisation entre les différentes... phénomènes comme wallon, flamand, néerlandais. Maintenant que vous vivez ici, enfin et aussi un peu au Portugal, comme vous l'avez dit, vous êtes européen puisque vous avez vécu en Italie, ici et puis au Portugal. Maintenant que vous vivez ici,
Qu'en dites-vous de ces clichés qu'on nourrit sur les Néerlandais, sur les Flamands, sur les Wallons? Est-ce qu'il y a une pertinence? D'où ça vient? Comment sont-ils façonnés, ces stéréotypes? Oui, je pense qu'il y a des... Oui, en effet, apparemment, on a besoin de clichés pour définir aujourd'hui des nationalités. Et franchement, je trouve que c'est une gare déjà passée. On devrait... Une des facteurs en Belgique, et je trouve ça vraiment très dommage, que c'est un pays qui ne reconnaît pas son point le plus fort, je pense. Et ça, c'est exactement le mélange des langues, le fait que c'est un pays qui a un accès au monde francophone, au monde latin, au monde germanophone, au monde néerlandophone. Un manque de confiance dans... Un manque de confiance, oui. Et au lieu de ça, dans mon opinion, on est en train de gaspiller son temps à discuter les différences entre Mais pourtant, vous écrivez dans votre article que le français aux Pays-Bas se perd. Il y avait 138 étudiants en 2007 donc, qui étudiaient le français à l'université. Et en 2021, il n'y en avait plus que 50. Ah oui, 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 absolument, oui. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un recul, que la francophonie n'est pas un objectif pour les Pays-Bas. Oui, il y a 100 ans que pouvoir parler français, c'était vraiment très, très chic et très important pour l'élite néerlandaise. Et ça s'est perdu à cause du fait que le monde est devenu anglophone. À cause aussi, je ne sais pas s'il y a des Néerlandais dans la salle, mais je vais dire peut-être quelque chose pas trop gentil sur le sujet de mes compatriotes. Mais nous avons une confiance incroyable dans nos capacités linguistiques. Les Néerlandais, 3 sur 10 Néerlandais pensent qu'ils peuvent, oui, gérer une conversation en français. Et honnêtement, ce n'est pas du tout vrai. C'est genre 1 sur 25. Et honnêtement, je ne suis pas sûr si moi je fais partie de ce 1 sur 25. Et c'est à cause de notre confiance, d'abord, les Néerlandais. Et je reviens sur le wallon parce que je vois là une différence plutôt flagrante. Mais c'est aussi à cause de notre langue qui n'est pas très précise. Ça a duré très longtemps, mais pour moi, comme néerlandais, je mélange facilement l'imparfait, le parfait, etc. Oui, c'est vrai que comme langue diplomatique, les Anglais avaient choisi le français et pas le néerlandais, c'est vrai. Oui, 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 c'est absolument. Et maintenant que je suis en train d'essayer d'apprendre une 3e langue latine, pour moi, c'est vraiment la galère, dans le sens que la précision de la grammaire française, portugaise ou italienne, c'est vraiment beaucoup plus sévère. Et nous, Néerlandais, nous nous rendons pas compte de ça. Et nous sommes très contents si nous parlons un petit peu. Et, oui, et si nous pouvons commander une bière en Espagne, ça veut dire qu'on parle espagnol. Et oui, en Belgique, ils viennent avec la bière. Oui, Ils et en Wallonie, si on demande à quelqu'un, vous parlez néerlandais, la réponse est non, je ne parle pas néerlandais. Nous, Néerlandais, nous croyons ça, et à cause de ça, nous avons une image plutôt négative sur la capacité linguistique. Mais en réalité, je pense que c'est surtout un manque de confiance de parler néerlandais, parce qu'on a peur de faire des erreurs, une peur que nous connaissons oui. pas, en fait. C'est souvent, ça fait partie aussi des clichés. On dit souvent que les Flamands, ils n'ont pas peur de parler, que même s'ils font des fautes, ils ont confiance en eux, mais que les francophones ont du mal à oser se lancer en néerlandais parce qu'ils ont une crainte de la pratique de la langue. Maintenant que vous vivez ici avec le français, est-ce que vous pensez que la connaissance de la langue, qu'elle soit néerlandaise ou que ce soit le français, est un atout? Est-ce que ça permet de dépasser les clichés, de les démonter? Absolument. Et que la première étape serait de parler chacun la langue? Oui, absolument. Je pense que c'est nécessaire pour phase numéro 2, disons, pour vraiment approfondir et rentrer dans une culture et être accepté. J'ai vu ça en Wallonie.
je vois ça, désolé si je fais un petit peu le parallèle, je vois ça aujourd'hui au Portugal. Disons, il y a un deuxième pas. Le portugais, c'est exactement comme le wallon. Je vois un truc très comparable. J'ai des conversations téléphoniques où je demande, pour un service, je demande si quelqu'un parle anglais. La réponse, en parfait anglais, non, je ne parle pas anglais. Je vais chercher un collègue qui parle anglais. Et moi, je reste ça, je dis, mais vous parlez anglais? Non, je ne parle pas anglais. Okay. C'est un petit peu cette manque de confiance qu'on doit vraiment attaquer, je pense. Et si on fait vraiment l'effort de parler la langue de l'autre, on rentre à un deuxième niveau. Oui. Disons, un premier niveau, ça serait faire les vacances, par exemple, ou faire du business. On voit beaucoup de Néerlandais ici, ou des Wallons aux Pays-Bas qui font leur business. Oui, mais en anglais. En anglais, oui, oui. Et c'est déjà un premier pas qui aide, en toute honnêteté, à établir une relation. Mais je pense pour pousser ça, il faut vraiment apprendre la langue. Et oui. Alors, vous parliez de l'identité. C'est le deuxième chapitre. Au BRIC, quand on parle d'identité, c'est toujours délicat, puisque dans l'identité, il y a identitaire, et on sait très bien que les quêtes identitaires amènent parfois à des radicalités. Est-ce qu'on peut essayer de chercher une identité au-delà des clichés, flamande, une âme wallonne, enfin je dis âme, c'est-à-dire quelque chose qui serait constitutif du wallon, constitutif du flamand? Ça pourrait, comme on pourrait le faire à l'échelon local. On peut se décrire universaliste, citoyen du monde, européen. Là, je prends toujours l'exemple de Mohamed Ouamari, donc c'est un auteur néerlandophone, enfin flamand, qui a des origines marocaines, qui a écrit un livre qui s'appelle Groetjes uit Vlaanderen, donc c'est Bis de Flandre. Et lui, il explique, il donne toujours cette allégorie, c'est, moi en fait, l'identité, c'est comme une lasagne. En fait, il y a plein de couches, je me sens marocain, berbère, anversois, belge, même si on va encore plus bas de Kiel, qui est elle est un district à Anvers. Mais en fait, dans cette couche-là, il a toujours eu un souci avec le côté flamand. Parce que, à nouveau, là, on revient sur cette connotation politique, où là, en fait, c'est le mouvement flamand, en fait, qui s'est accaparé du terme flamand. Et donc, dans le monde culturel, on voit par exemple qu'il y a pas mal de réalisateurs, de personnes issues du monde culturel qui ne veulent pas se qualifier de flamand parce qu'ils ont peur de se faire identifier par rapport à ce mouvement flamand. Alors qu'ils sont reconnus à l'étranger, en théâtre ou en cinéma, comme auteurs, non pas belges, mais auteurs flamands. Oui, mais eux préfèrent se qualifier comme belges. Oui. Et en fait, je ne vois pas pourquoi. Enfin, en fait, il n'y a pas de honte à dire que d'être flamand, d'être wallon. Là, justement, j'ai animé un workshop cet après-midi. Et dans les clichés, donc je demandais à des personnes, pour vous, wallon, c'est quoi? Wallon, c'est quelqu'un qui habite en Wallonie. Flamand, c'est quelqu'un qui habite en Flandre. C'est tout bête, mais voilà, moi, par exemple, je suis wallon, mais en fait, je suis flamand de manière culturelle, parce que en mais fait, vous n'avez pas dit wallon, vous avez dit liégeois. J'ai dit liégeois, mais en fait, si on veut être précis... Parce que beaucoup de Flamands, quand on les interroge, la première chose qu'ils disent pas qu'ils sont flamands, ils disent qu'ils sont de Kampenhout, qu'ils sont de Courtrai. Je pense que les études montrent que plutôt les Flamands ont tendance à dire, à nouveau on est toujours dans les stéréotypes, donc attention, hein, mais il y a quand même des études qui montrent que les Flamands ont plus tendance à dire d'abord flamand et puis belge, et que les francophones ont plus tendance à dire belge, et puis après, wallon pas trop, mais la ville d'où ils viennent en fait. Et moi je pense que c'est pas inconciliable, on peut associer toutes ces cultures, toutes ces identités. Et donc voilà, moi j'ai pas de problème avec l'identité, et je vois bien, là par exemple, ce matin je suis allé aussi voir le canon de Flandre. Je sais pas si les personnes autour de la salle connaissent, mais donc en Flandre, il y a le gouvernement flamand qui a lancé, il y a quelques années, ils ont
choisi une commission d'experts pour mettre en place un canon de Flandre. Un canon, en français, on se dit, mais c'est quoi ce terme? C'est la guerre contre les francophones, mais non, pas du tout. En fait, c'est un ouvrage de référence qui veut situer qu'est-ce que c'est être flamand aujourd'hui, et on retrace un peu l'histoire de la Flandre à travers des moments clés, des personnages clés. Et là, ils ont traduit cet ouvrage d'abord en anglais, puis là, aujourd'hui, il y a la présentation de la traduction en français. J'étais présent, et il y avait un débat entre Thomas Dermine, qui était secrétaire d'État, bourgmestre de Charleroi, qui lui est un fervent défenseur de l'identité wallonne et qui veut mettre ça en avant. À côté de ça, il y avait Alain Lache, qui a fait un ouvrage aussi sur la Wallonie. Et c'était intéressant de voir ce débat, parce qu'en fait, on a toujours dit ce canon de Flandre, c'est pas un outil de propagande identitaire ou politique, mais en fait, le débat est tourné autour de l'identité. Oui, mais c'est la récupération politique qui fait ça. C'est Aussi, le débat. mais je pense qu'en fait, tout est lié et qu'on ne peut pas aller passer à côté de l'identité. C'est ce qui nous touche. Et je vois, enfin voilà, vous êtes nombreux à venir ici parce que je pense quand on pense cliché, c'est associé aussi à ce sentiment d'identité. En fait, c'est un questionnement sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et comment est-ce qu'on interagit ensemble? Et donc, moi, je trouve que, voilà, à la place de voir une image en 2D, autant la voir en 3, en 5 dimensions. Et comme ça, on est plus riche. C'est une diversité de pouvoir, en fait, être plus nuancé et de voir que je ne suis pas seulement wallon ou belge. Donc, je pense que Est-ce vraiment... que c'est la pratique de la langue et le fait d'avoir vécu à Liège, même ça ouvre, hein, mais c'est vrai, puisque c'est quand même une ville ouverte, Anvers et puis Bruxelles, est-ce que c'est ce qui fait? C'est-à-dire, c'est la somme des expériences et la pratique des langues qui permet de dépasser le cliché. Je pense que de toute façon, pour moi, une langue, j'ai étudié la traduction, pour moi, la langue, c'est vraiment une porte vers l'autre. En fait, c'est vraiment, ou une clé qui ouvre une porte vers un univers complètement différent. Donc, on peut apprendre l'autre, mais si on ne parle pas la langue maternelle de son interlocuteur, on perd des nuances. Et on perd en fait un peu l'essence de l'autre et de sa relation avec l'autre. Et donc, Ça veut dire que vous lisez les ouvrages, les romans, Lise Spitz par exemple, vous la lisez en néerlandais ou en néerlandais, français? évidemment. Oui, le truc, c'est que en fait, moi, justement, c'est que, comme je le disais, je suis plus flamand de culture, dans le sens où toutes les émissions que je regarde, tout ce que je lis ou que j'écoute, c'est en néerlandais, c'est sur la Flandre, parce que c'est ma spécialité. Et donc à ce niveau-là, je pense que, je suis un peu une exception wallonne, mais voilà, la langue est pour moi une étape nécessaire, et je rejoins Rick quand il dit que c'est une phase. C'est une étape pour vraiment aller vers l'intégration et la compréhension de l'autre. Alors, vous dites que vous participez à la culture flamande. Bon, on enlève les grands noms du cinéma que l'on connaît. Citez-nous, par exemple, quelques noms de chanteurs pour laisser tout le monde bouche bée ici. Oui, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière. On n'écoute pas. Oui, il y a Will Tura, mais c'est fini, ça. Justement, en fait, là, c'est aussi à la fin du workshop qu'on donne avec Derda en communication interculturelle, on a un quiz sur la culture. Et là, je fais écouter une chanson, et en l'occurrence, ça s'appelle Pommeline Thijs, super connue chez les jeunes. Vous la connaîtrez peut-être parce que c'est l'actrice principale de la série Knock Off, qui est disponible sur Netflix, si vous voulez sous-titres en français. Sinon, alors, vous vous la connaissez? Les jeunes, quoi. Quand même, quelques-uns en tout cas. Je veux dire ceux qui regardent Netflix. Oui. Okay. Et dites encore un autre nom pour voir un gros succès en Flandre. Y a Camille aussi, mais ça c'est plus pour les jeunes, c'est plus une chanteuse. Un comédien. Thomas, pour moi, c'est vraiment l'acteur vraiment ultra connu. D'ailleurs, c'est lui qui a incarné Het Verhaal van Vlaanderen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais donc en gros, c'est à nouveau le gouvernement flamand qui a investi pour faire une série sur l'histoire de la Flandre, mais racontée de manière vraiment romancée. Et c'est lui qui incarne ça. Et lui, c'est l'acteur principal de Undercover, et ils font à chaque fois des 800 000 vues à la télé. Donc, qui connaît Thomas par ici? Quand même.
Et l'inverse, c'est la même chose. Oui, Quand vous faites le quiz dans l'autre sens, vous faites écouter Adamo. Enfin, je dis Adamo, c'est parce que c'est un peu basique. Pierre Demar, par exemple. Et ils connaissent? Ben non. En fait, mais c'est pas Angèle, étonnant. oui. Angèle, oui, parce qu'ils sont exportés à l'international, c'est comme les sportifs, ils les connaissent. Mais c'est pas étonnant. Les premières compétences qu'on a communautarisées en Belgique, ce sont l'enseignement, la culture, les médias. C'est tout ça qui forge en fait l'identité de chacun. Et vu qu'il n'y a pas trop d'échanges entre les deux, et on voit, et à chaque fois c'est une question que je pose aux participants, c'est est-ce que vous regardez les médias flamands ou pour les néerlandophones Vous connaissez le François de Brigode de la VRT? Ouais, malheureusement, elle est décédée, Martine Tang, mais c'est vrai que oui, c'est plus des visages féminins en fait à la VRT. Oui, oui. Pardon? Fatma Spinar, effectivement. Mais c'est vrai que c'est comme une barrière. La vie culturelle, de l'autre côté, on connaît quand c'est à l'international. Tout à fait. Alors, Maude, pour revenir aussi encore sur l'identité, est-ce que la langue flamande permet de construire ou d'approcher une identité? Ça veut dire qu'être flamand, c'est d'abord aimer sa langue et être travaillé par sa langue flamande. En tout cas, c'est le discours qui circulait, qui circule depuis les années 1840, où Thalis Ganset Volk. Donc, ça veut dire que le peuple se caractérise par la langue et par la langue flamande, et c'est derrière cette idée-là que s'est développé le mouvement flamand. Alors, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? En tout cas, il y a pas mal de politiciens qui ont fait le pari de cette langue qui forme l'identité flamande. Mais qui est une langue construite. Puisque l'identité, c'est... Oui, mais la langue parlée aujourd'hui en Flandre, ce n'est pas le patois, ce ne sont pas les langues endogènes, comme on dit scientifiquement, parlées par région. C'est un Oui. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, la standardisation du néerlandais est arrivée assez tard. Donc, ça date des années 50-60. Je regarde les linguistes et il faut voir. La standardisation, la BN 1844. Ok, une autre question? Oui. Est-ce que... Je ne peux pas vous aider. Mais dans l'article, dans Septentrion, il y a plusieurs dates. Oui. Oui, c'est ça. C'est une tentative de construction. Attendez. Allez-y, redites dans le micro, ce sera plus facile. J'espère qu'on comprend un peu mieux. Mais en fait, le néerlandais standard, mais dans sa forme ancienne, existait déjà aux Pays-Bas, donc il était aussi enseigné en Belgique. Simplement, il y a une très petite partie de la population qui était alphabétisée. C'était le cas en Wallonie, où très peu de Wallons savaient parler français. Quand on lit Marcel Remy, Les ceux de chez nous, qui traduit Les six d'amour aux autres, on se rend compte que ses parents étaient illettrés et ne parlaient que le wallon. Et lui parlait mal le français. Voilà. Ça, c'était avant la guerre 14. Mais le néerlandais standard existe depuis que les Pays-Bas existent. Simplement, qui savait le lire, le parler et l'écrire. Merci. Le néerlandais en Belgique a été standardisé en 1844. Ça a été ce qu'on appelait une lutte linguistique parce qu'il y avait des acteurs qui voulaient que le néerlandais parlé aux Pays-Bas et reconnu là en tant que langue soit la même. Et puis il y avait une autre frange dans le mouvement flamand qui ne voulait absolument pas cela parce qu'ils craignaient que des valeurs protestantes, etc., seraient véhiculées en direction de la Flandre. Et donc, ils voulaient quelque part un flamand officialisé, standardisé, qui appellerait néerlandais, mais qui ne serait pas tout à fait le néerlandais des Pays-Bas. Finalement, il y a eu à cette époque-là une commission présidée par Jan Frans Willems et donc un compromis qui est sorti.
c'est ça pour ce qui concerne l'histoire. Mais alors, pour parler plutôt d'identité, Oui. plutôt que, alors que la Parce que c'est langue, quand même, on est toujours gêné avec la notion d'identité, parce qu'on sait que c'est souvent récupéré et que c'est un outil radical de combat très souvent. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut définir au sein de la Belgique une identité flamande, une identité wallonne, c'est-à-dire des façons d'être au monde? Et est-ce qu'il y a des différences ou pas de différences? C'est une question qui a été posée, je pense, ici même, il y a 120 ans, par Jules Frépon, qui était un archéologue, je pense, et qui a exhibé des crânes pour essayer de voir s'il existait un type wallon ou un C'est type lui qui a flamand. trouvé l'homme de Spie. Et donc, voilà, c'était des questions à l'époque qu'on posait. Donc, un crâne étant plus rond, avec un nez plus pointu, ou l'autre plus allongé, etc. En fait, à l'époque, il a essayé de montrer qu'il existait un type... Non, il a montré qu'on pouvait distinguer un type wallon et un type flamand. Mais c'est une horreur qui... enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui, et ce n'est plus des questionnements qu'on peut avoir dans cette salle, et c'est très bien comme ça. Oui, on n'essentialise plus, évidemment, Exactement. par la biologie. Mais pour le reste, l'identité, c'est évidemment c'est une construction. Alors, est-ce que tu viens de donner des exemples de construction identitaire dans la pratique qui sont tout à fait positives, en fait. Dans la pratique, l'identité, ça peut être quelque chose de très enrichissant, surtout s'il y a plusieurs couches, comme pour les lasagnes, qui sont délicieuses, évidemment. Maintenant, ce qui est plus problématique, c'est l'identité dans la théorie. Et par exemple, avec des projets comme le canon flamand, il y a derrière une espèce de théorie, ou en tout cas il y a un projet politique qui ne ressemble pas vraiment à cette pratique identitaire très sympathique dont tu viens de parler, mais qui est plutôt quelque chose de figé. Oui, on essaie de figer, de construire. Et ça peut être une bonne chose, mais bon, dans le cas du canon de Flandre, on peut se demander, tiens, pourquoi il n'y a pas de canon de Wallonie? Comment ça se fait que le canon de Flandre, la plupart des fenêtres, se retrouvent également dans le canon des Pays-Bas, puisque le canon des Pays-Bas existe déjà depuis très longtemps. À quoi ressemblerait un canon de la Belgique? Et finalement... Qu'est-ce qu'ils y mettent dans ce canon pour expliquer Jacques Brel, par exemple, oui. la pilule, les Néandertaliens dans la vallée de la Meuse. Je pense qu'il y a 5 km de Meuse en Flandre. C'est beaucoup de choses qui sont un petit peu... qui pour ma part, je les trouve assez inquiétantes. Maintenant, ça dépend de la façon dont on présente les choses. C'est quelque chose qui galvanise, qui grandit l'âme flamande? C'est le but? C'est quoi, des fiertés? Alors, il y a plein de buts. Voilà, c'est un objet, un très bel objet. Et derrière, il y a eu énormément de débats. Il y a eu, d'une part, des historiens flamands qui n'avaient pas envie de participer à cette construction-là. Puis il y a eu aussi des politiciens qui ont présenté le canon comme faisant partie d'un agenda identitaire, mais en construction, en parlant d'un canon qui était plutôt dynamique. Mais bon, c'est un peu une contradiction dans les termes. Et puis après, il y a ce qu'on a en main, et puis il y a ce qu'on voit. En fait, ça dépend de la lecture qu'on a. On pourrait juste se dire, c'est une belle histoire, hein, c'est une très belle histoire, et puis on apprend des choses. Mais si on prend une perspective wallonne, par exemple, on peut, à de nombreux moments, être, je pense, un petit peu frustré, inquiet, de se dire, quelle est ma place là-dedans. Donc, quand l'identitaire commence à devenir Ils seraient plus théorique. Ils seraient les seuls à écrire leur histoire. Voilà, ils ramèneraient Henri Pirenne au territoire flamand, quoi. Oui, c'est une vision de l'esprit. Oui, mais en même temps, voilà, il y a tout un discours autour où ils disent le canon, c'est un observatiepunt. Donc c'est de là qu'on regarde. On regarde de la Flandre et on regarde autour. Oui, mais qui a commandé ce canon? Et qui, justement? La NVA, le ministre de la Culture, qui était Jan Jan Bon à l'époque. Et voilà, donc voilà, je pense que voilà, entre la théorie et la pratique identitaire, il y a des grosses différences, et je pense qu'il faut toujours être un petit peu... Vincent, à propos de l'identité? Oui, d'abord sur le canon. Donc,
ce qui est important à signaler, c'est ce que vient de dire Maud, c'était une commande politique. Et donc, une grande partie, je ne dirais pas la majorité, mais ce serait bien possible que ce soit la majorité des historiens, ont dit on ne veut pas de ça. On veut un renforcement des cours d'histoire dans l'enseignement secondaire. C'est ce que moi je pense personnellement. Mais bon, ça c'est autre chose. De deux, et là il faut le dire honnêtement, les membres du comité de rédaction ont fait tout ce qui était possible. J'ai beaucoup d'amis dans ce comité qui ont fait tout ce qui était possible de ne pas se laisser instrumentaliser par la politique nationaliste flamande. Oui. Ben Weitz, Jan Jambon, etc. Bon, mais c'était inscrit dans le programme gouvernemental du gouvernement flamand. Même chose, plus ou moins, de façon un peu indirecte, avec ce qu'Aubry a déjà mentionné, la série Het Verhaal van Vlaanderen. Même chose. Qu'est-ce qu'on voit? Et là, je viens au concept d'identité. On a des poids lourds politiques en Flandre qui sont des nationalistes et qui se disent qu'il faut renforcer l'identité flamande. Par exemple, la VRT, donc notez également, il y a belle lurette le changement de B en V, ce qui ne s'est pas fait du côté francophone, par exemple. Tout ça, c'est des efforts de renforcement d'une identité nationale ou subnationale, si vous voulez, et avec une affirmation. D'affirmation. Et donc, avec la NVA, il y a eu une accélération. Donc, la VRT doit, par exemple, avoir, je crois, chaque année une dizaine de productions ou d'émissions qui renforcent l'identité flamande. C'est comme ça que c'était mis dans l'accord de gestion de la Flandre. Même chose pour le canon. Et donc, c'est comme disait l'italien Azeglio, on a fait l'Italie, maintenant il faut faire des Italiens. Et comme vous disiez, la France, Turning Peasants into Frenchmen, l'œuvre célèbre de Weber, on a la France, maintenant il faut que tous les paysans deviennent des Français. Donc il faut instrumentaliser, il faut une presse nationale, il faut un service militaire national, il faut une éducation nationale, etc. Tout ça se passe toujours quand il y a construction d'identité nationale. Et c'est toujours, comme tu l'as très bien dit, un exercice forcé quelque part. Ça vient d'en haut, ça va vers le bas, c'est une construction, mais évidemment, la construction marche parce qu'elle est reprise par le bas. Donc, ce n'est pas une dictature, elle est reprise par le bas. Parce que souvent, dans votre article, je pense que c'est vous oui. Qui parlez des termes utilisés pour parler de la Belgique, qui est une construction bancale. Ce sont toujours des termes liés au mariage. Oui. Vous avez... quand on entend les politiques, ils parlent du mariage à la Belge. Le mariage, la séparation. Oui. Le mariage à séparation. Le mariage d'amour, le mariage de raison, tout ça. Le mariage de raison, la séparation de corps et de biens. Oui. Et donc, c'est comme si on était dans une ancienne vision 19e de la Belgique comme étant un mariage contre raison. Et on l'entend encore aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que ça renvoie à des identités différentes. C'est comme un mauvais mariage. Les identités, d'abord, c'est un concept qui est un concept problématique, parce que ça pointe dans un sens essentialiste, quelque chose qui est fait, qui est là, et qui est un critère pour ceux qui arrivent et qui doivent s'adapter, s'assimiler, etc. Donc là, c'est très problématique. Il peut y avoir des identifications, ce qui est déjà plus léger et plus actif, parce que des identités, entre guillemets, elles changent aussi les identités, elles évoluent, etc. Mais donc, il y a un effort de construction d'identité nationale en Flandre, comme il y a effort, mais moins prononcé. Ça marche moins bien en Wallonie. De construction d'identité wallonne.
pensons par exemple à l'Institut Jules Destrée, qui fait l'Institut Destrée, je dois dire aujourd'hui, qui fait un effort, qui ont aussi des espèces de publications qui sont des espèces de canons, hein, Oui. les 100 wallons, Mais etc. on sait bien qu'en Wallonie, c'est Là, il plus n'y a- lié au bassin, au territoire. Il y a une identité liégeoise qui n'est pas l'identité Carolo, qui n'est pas l'identité namuroise. Les gens des se institutions pareilles essayent de surmonter ces identités régionales ou sous-régionales en essayant de construire une identité wallonne. Maintenant, il n'y a pas un appareil d'État régional derrière cet effort, comme il y en a un en Flandre en ce moment. C'est ça un peu la différence. Il y a la même motivation qui est d'une affirmation de l'idée d'identité qui n'a rien de méchant en soi, hein, mais qui est un truc à construire et donc à, entre guillemets, à imposer quelque part. Alors, pour les aspects, comment allons-nous nous en sortir? Comment allons-nous nous aimer? Allons à Maastricht, allons à Anvers. Alors, peut-être avez-vous des propositions ou des questions de cet ordre-là pour nos invités? Dites-moi, Ah oui, voilà. On va vous apporter le micro. Bien, monsieur là-bas. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Je commence? Ok, merci. Oui. Laurent Godinès. Tout d'abord, merci pour vos exposés aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant. Mais il y a une inconnue qu'on n'a pas vraiment abordée jusqu'à présent, me semble-t-il. C'est l'apprentissage du néerlandais en Wallonie, qui est catastrophique. Ma petite fille est scolarisée ici dans une école à Liège. Et il n'y a pas de cours de néerlandais. Il y a des cours d'anglais, mais pas de néerlandais. Moi-même, je n'ai pas eu de cours de néerlandais. J'ai appris le néerlandais sur le tard en allant travailler en Flandre, justement. Mais c'est là essentiellement le plus gros problème. En fait, si nous, on n'apprend pas le néerlandais, la barrière linguistique, la taalbarrière, elle restera éternellement de notre côté. Et donc, je pense que une grosse partie du problème est située là, est un problème avant tout politique, parce que décider d'apprendre une langue à l'école, c'est un choix politique, et ce choix n'a jamais été fait. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans ce sens-là, sur l'apprentissage? Tant qu'à faire, on les groupe. Allez-y, alors répondez. Maude? Aubry? Sympa. C'est une très bonne question. Et il y a d'une part, évidemment, la question de rendre le néerlandais obligatoire ou pas en secondaire. Et c'est une question qui va se poser de façon plus imminente dans quelques mois, quelques années. Mais sinon, il y a aussi le problème qui est que tous les stéréotypes, les clichés dont on vient de parler sont véhiculés et sont enseignés aux enfants par leurs parents. En fait, il y a souvent cette barrière linguistique ne provient pas des enfants qui ne sont pas intéressés par le néerlandais, mais par les parents qui considèrent que le néerlandais, finalement, c'est un ensemble de patois, que avec le néerlandais, on n'arrive nulle part. Et donc, c'est, on va dire, la génération au-dessus, enfin, je ne sais pas très bien où on en est maintenant, mais qui doit changer de rhétorique et se rendre compte que, d'une part, avec le néerlandais, on peut faire carrière en Belgique, ce qui n'était pas forcément le cas. Si on prend plusieurs générations avant, ce n'était pas nécessaire de parler néerlandais pour faire carrière. Oui, aujourd'hui, le régime linguistique. Mais maintenant, c'est très important. Il faut se rendre compte dans le domaine de la traduction, par exemple, que j'enseigne la traduction, que si on traduit depuis et vers une langue qui est moins parlée, on est mieux payé. Il y a plein de choses comme ça qui doivent être comprises. Et par ailleurs, on vient d'évoquer le problème de ne pas se connaître, de ne pas connaître la culture de l'autre. Voilà, les workshops interculturels, c'est très intéressant. Il faut qu'au-delà de l'idée du « je vais étudier du néerlandais, du flamand », non, en fait, j'ai vu les séries Netflix flamandes qui sont très intéressantes. Il y a un super groupe qui passe à Werchter et j'aimerais bien comprendre ce qu'ils disent. En fait, il faut donner le moyen aux
aux enseignants de néerlandais de pouvoir changer la perspective, enfin, l'idée que les jeunes ont du néerlandais. Le cliché sur la langue. Oui, mais pour ça, il faut... Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est fort ancré. Hein. Moi, j'étais au Salon du CIEP il n'y a pas longtemps et je présentais les langues et la plupart des gens qui arrivent disent directement « Oui, mais pas le néerlandais. Hein. Ah, pas le néerlandais, je déteste. Il y a vraiment quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe en secondaire actuellement, mais les gens arrivent en réto, ils détestent le néerlandais. Et donc je pense que c'est pas quelque chose qui peut arriver naturellement comme ça non plus. Il faudrait qu'il y ait des moyens qui soient mis pour favoriser un contact des étudiants avec du matériel authentique néerlandais, sympa, sexy, actuel, déjà ça. Oui, et aussi des plus contacts. glamour que les cours qu'on avait en humanité. Mais voilà, et puis des contacts, tout Pitt, simplement. Ben Marie. Oui, et puis je me rappelle qu'on avait des correspondants à l'époque, mais on pourrait, si on le veut vraiment, on peut trouver du budget probablement pour se dire on va favoriser des échanges avec la Flandre très régulièrement. Pourtant, oui, et puis pourtant, l'immersion n'a jamais eu autant de succès. Oui, effectivement, quand on compare en Flandre, l'immersion n'existe pas vraiment, le concept. Maintenant, allez, on partage le même constat. Je ne sais pas combien de personnes ici ont passé 10 ans ou 12 ans de leur parcours scolaire à étudier le néerlandais. Et ce n'est pas pour autant, comme disait Laurette Ankelings, qu'on est tous bilingues à la sortie de nos études. Et donc, moi, j'ai l'impression que, et maintenant, ça demande une volonté politique aussi derrière, mais l'échange, à nouveau, je pense qu'on y gagnerait à organiser des échanges pendant 6 mois, 1 an. On envoie les Wallons en Flandre et vice-versa. Et là, on cultive ce lien. Je sais que ça paraît un peu utopique, hein, vu la situation politique, et je sais que, voilà, mais je pense que si on totalise le nombre d'heures qu'on a passé à apprendre le néerlandais et qu'on met ça à la suite de l'autre et qu'on le fait dans le cadre d'un échange, là, je peux vous assurer qu'il y aura des relations, qu'il n'y a pas besoin de correspondants et que là, on pourra mettre un visage sur ces néerlandophones et on pourra se dire « Ah, en fait, il m'a parlé de telle série, il m'a parlé de tel truc » et ça donne envie. Et donc, je pense que le contact humain derrière est vraiment présent. Rick ? Oui, je pense d'abord que l'attitude des Néerlandais n'aide pas beaucoup dans ce sens, parce que la fierté de la langue néerlandaise aux Pays-Bas est plutôt basse, disons comme ça. Il n'y a pas vraiment une force. Il y a beaucoup de l'éducation universitaire, beaucoup de directions qui sont enseignées en anglais, en fait. Et l'anglais passe partout pour ça. Alors ça, je pense, aide pas vraiment l'attractivité de la langue néerlandaise. Et une deuxième chose, c'est plutôt un message que j'ai. Je pense qu'il faut vraiment avoir du courage en Wallonie pour parler et pour ne pas avoir peur de parler la langue. Parce qu'il y a quand même pas mal d'initiatives. Moi, je vois beaucoup d'initiatives au niveau de l'immersion, d'échanges entre la Flandre et la Wallonie. Oui, je pense. Oui. L'immersion, quand même, il y a beaucoup d'expérience. Oui. Ici à Liège, il y a beaucoup d'écoles qui font l'immersion. À Bruxelles. Oui. C'est en hausse en tout cas. C'est en hausse. Oui, et puis il y a un biais sociologique, puisque si je dis beaucoup, c'est parce que tous mes collègues qui habitent Bruxelles mettent leurs enfants à l'école, évidemment. Mais donc on n'est pas représentatif. Oui. C'est une affaire de bruxellois aussi, beaucoup, l'immersion. Je ne sais pas si c'est une politique générale, mais il y a un quota dans certaines écoles flamandes où il ne peut pas y avoir trop de francophones par classe aussi. Voilà, on ne parle pas d'immersion ici, hein, mais oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Mais qui a une application sur les francophones qui voudraient mettre leurs enfants dans des écoles néerlandophones, ce qui est assez problématique également. Oui, je suis belge et républicain. J'aime autant la cause flamande que les Aden wallonnes. Je suis un peu étonné en fait que le débat de ce soir a beaucoup tourné autour de l'identité, alors que le titre parle des clichés. Donc j'ai une question à poser à propos des clichés et surtout de leur origine.
cliché ou fantasmagorie? Je pense qu'un Marais, vous avez parlé de fantasmagorie. Est-ce un cliché ou est-ce une réalité de constater qu'il y a 2 fois plus de chômeurs en Wallonie qu'en Flandre? Est-ce un cliché ou une réalité de constater qu'il y a 2 fois plus de NEET, ces jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, en Wallonie qu'en Flandre, et qui ne font rien, pas d'études et pas de travail? Est-ce un cliché ou une réalité de constater qu'il y a une dette wallonne qui est 3 fois plus grande que la dette flamande? Et donc la question que je vais vous poser est la suivante. Ne pensez-vous pas que les clichés, c'est ça à l'origine? Et peut-être qu'à l'aube d'une nouvelle donne politique en Wallonie, ce changement politique et le fait qu'on pourrait rattraper peut-être ce retard socio-économique pourrait faire fondre les clichés comme neige au soleil et que nous pourrions remélanger nos lasagnes culturelles en toute paix et en tout amour. Évidemment, parler d'un retard à rattraper est aussi un cliché. Je pense que les économistes ne parleraient pas de retard, je pense. Attendez, on va ici. Hop. Et après, je vous passerai le micro, Vincent. Il faut peut-être accepter qu'il y a dans un pays des différences. Et par hasard, c'est lié en Belgique, selon moi, selon des frontières linguistiques. Mais il y a beaucoup de pays où il y a des grandes différences entre des régions. Et ça varie simplement dans le cours. Les mines, il y a 100 ans, c'était hot, et 100 ans plus tard, c'est le port d'Anvers. Moi, je vois ça surtout un genre de coïncidence géographique. Et dans beaucoup de pays, on a ce genre de différence. Aux Pays-Bas, il y a des différences entre Flevoland et Zuid-Holland. Zuid-Holland, la province de Rotterdam. Et par hasard, en Belgique, cette différence existe entre la partie francophone et la partie flamande. Mais je trouve que, oui, c'est un petit peu inhérent à un pays. Je crois qu'en effet, c'est sur base de ces différences que se construisent des clichés qui ont été différents à l'époque où la Wallonie était prospère et la Flandre était arriérée et paysanne. C'était l'inverse. Mais comme le dit Rick à très juste titre, il y a les mêmes différences entre le Limbourg et la zone Flandre, je ne sais pas où. Oui, il y a des des différences entre le Brabant wallon et la Louvière, etc. Donc, une fois qu'on entame cette logique, où est-ce qu'elle s'arrête, hein? Il y a des différences entre Braschaat et le quartier où moi j'habite, qu'Aubry connaît, etc., etc. Donc, où ça s'arrête. Mais vous n'avez pas tort que des clichés sont bâtis là-dessus. Et c'est pour ça que je dis attention avec des clichés, c'est des stéréotypes, c'est des caricatures, et donc en dernière instance, ce n'est pas des réalités. Parce que qu'est-ce qui est avancé dans ces clichés surtout? C'est un message politique qui pointe sur l'idée qu'il y a 2 vitesses différentes, qu'il y a des victimes, mais surtout des coupables pour ces vitesses, hein? Et donc, ça alimente l'idée qu'on ferait mieux de prendre plus de distance l'un vis-à-vis de l'autre ou même, en dernière instance, de se séparer parce qu'il y a un terreau pour cela. Hein? Et donc, c'est l'idée, est-ce qu'il y a une fatalité quand on regarde la structure actuelle et l'état actuel économique de la Wallonie, et est-ce qu'il y a une immunité quand on voit l'état flamand? Et donc, la réponse est 2 fois non. Il n'y a pas de fatalité wallonne, il n'y a pas d'immunité flamande. Et peut-être que dans 20 ou 30 ans, la situation sera à nouveau inversée. Donc, faisons gaffe avec l'essentialisation de ces clichés et donc de dire l'un qui est arriéré doit faire comme l'autre pour
le rattraper. Et donc, il y aurait comme ça deux modèles dont aujourd'hui le modèle flamand serait exemplaire et l'autre serait néfaste. C'est vraiment le hyper cliché des clichés, je crois. Il faut faire vraiment gaffe avec cela. Un tout petit mot sur la connaissance mutuelle. Je vais le dire de façon anecdotique. Moi, j'ai regardé la soirée électorale à la RTBF, Ivan de Vader, à la VRT, à la RTBF, des spécialistes comme un Jean Faniel, disons. Donc voilà, c'est déjà important de connaître les deux. Pas mal. Et de voir aussi la différence de qualité entre les deux. Mais ça, c'est autre chose. Mais ce qui était le mieux? Quoi, c'était mieux à la RTBF? Jean Faniel était mieux. Ah oui, Jean Faniel. mais bon, ça blague dans le coin. Mais ce qui m'a frappé, c'est que tout au long de la soirée, à la VRT, il n'y avait aucun écho de ce qui était en train de se passer ou de ne pas se passer en Belgique francophone. Tandis qu'à la RTBF, il y avait avait une correspondante à Anvers qui courait de gauche à droite, qui parmi les quartiers, d'un quartier général, d'un parti politique. Et une à la NVA qui s'est fait molester. Et donc, ça, je trouve aussi quelque chose d'important quand une institution comme une télé publique, qui est dominée par un comité de gestion qui est politique, et quand ces politiciens disent qu'il faut alimenter, il faut renforcer l'identité flamande, et donc quand ils ne font pas d'efforts eux-mêmes de construire des ponts, de construire un dialogue, d'avoir des échanges, etc., tout ce qu'on commentait, mais de dire on est différent, on est séparés, il y a deux démocraties différentes, on est dans un pays à deux vitesses, etc. Alors on creuse les différences et les gens ne savent plus ce qui se passe en Flandre ou à peine, et les gens en Wallonie, savent un peu ce qui se passe, mais surtout lors des moments dramatiques ou des moments spectaculaires. Mais la vie réelle des gens ou la vie sociale ou politique réelle de la communauté n'est pas connue. Et donc là, je crois qu'il y a des médias modestes, mais il faut beaucoup plus. Et donc, quel quotidien flamand a encore un correspondant pour la Wallonie? Mais ce serait une bonne idée d'avoir quelqu'un comme à l'époque, j'oublie son nom, le journaliste de The Standard, oui, voilà, qui était quelqu'un qui suivait vraiment ce qui se passait en Wallonie sur tous les plans, sur tous les aspects de la vie, et qui écrivait des articles compréhensibles qui faisaient que les gens qui voulaient étaient quand même invités à s'intéresser et à augmenter leurs connaissances. Il y a un monsieur là-bas, grand. Ah oui, il faut un micro, oui. Ah. Non, mais oui, c'est fermé, c'est séparé. Excusez. Je vous en prie, monsieur. Je vais commencer par vous imiter Madame Barré en disant du Sobinoge d'ISVC, parce que je suis wallophone et pas francophone. Nous possédons deux sites, Justitia Veritas et belgique.be. Belgique écrit en wallon. Simplement parce que je suis professeur de langue germanique, et notamment également le luxembourgeois, ce qui est assez rare en Belgique. Je suis probablement le seul. Ce qui donne une vision différente de la Belgique. On essaie toujours ici de rechercher la vérité, ce qui est bien, de la part d'Ardar, Hans Herfdeel, qui m'a inspiré depuis des années également. Ce que l'on veut savoir, c'est que je suis un des rares rescapés de ce que je vais appeler un pogrom linguistique francophone. On a essayé de casser les Wallons, on a essayé de casser donc les Wallons wallophones, les néerlandophones, les germanophones, les luxembourgophones, puisqu'on parle également luxembourgeois dans l'Arlerland du côté d'Arlon. Donc il y a un point commun.
on a essayé donc de nous rendre inférieurs. Ça a marché pour ce qu'on appelle maintenant les Wallons francisés. Ça a marché. Ces gens-là sont maintenant, je vais dire, inférieurs aux Français. Ils copient les Français. Ils se sentent eux-mêmes supérieurs à ceux qui ne parlent pas français, donc néerlandophones, germanophones, luxembourgophones et wallophones. Donc c'est voilà le problème des clichés. Et à qui cela profite, bien sûr, à la France. Ce qu'on ignore, et souvent au niveau universitaire, ce qui est bien dommage au niveau médiatique, c'est que la France applique le système de diviser pour régner, qui existe également en Suisse. En Italie, ils ont essayé avec le Val d'Aoste, ça a raté. Bien. En Andorre, ça a raté. En Suisse, ça a un peu marché. Et en Belgique, Et votre bien sûr, question? eh bien, ma question, je veux dire que l'on recherche davantage la vérité du côté de la France, qui, elle, bien sûr, a comme objectif de nous affaiblir, c'est qu'elle a réussi, Mais c'est pas une et en question, sachant ça, hein. que, par exemple, chaque année, Engie pompe à la Belgique 800 millions Oui. d'euros. Bon, et votre question, Oui, parce qu'il donc- faut qu'on conclue. Ben, ma question, c'est qu'on se dirige un petit peu vers cette direction pour essayer de trouver une solution. C'est une à la Belgique. assertion, c'est pas une question, mais on Eh terminera bien, mon là-dessus parce assertion, qu'il c'est faut- que comptez-vous faire, vous, ici, les personnes du panel, pour cela, pour essayer que, justement, donc, on soit davantage porté vers les langues, porté vers Mais je l'autre. pense qu'ils ont tenté d'y répondre, mais là, franchement, on tape sur la montre. Là, hein. Là, on va y passer la nuit, donc je suis désolée, mais François doit conclure. Ils font tous des signes, hein. Moi, je veux bien qu'on continue. J'ai congé demain. Tout le monde Allez, dernière question, madame. Oui. Oui, merci. François, tu peux déjà te mettre debout. J'avais juste une question par rapport au choix des termes dans le titre, parce qu'en fait, quand on fait attention aux termes employés dans les médias, on parle plutôt de francophone et de flamand. Et c'est quelque chose qui m'interpelle parce que j'ai vécu et travaillé 2 ans et demi aux Pays-Bas et j'avais des collègues et des amis flamands et néerlandais. Et j'ai observé de très très grosses différences culturelles en fait entre les Flamands et les Néerlandais. Et donc Même je voulais s'ils avoir parlaient- l'avis des orateurs ici. Et en fait sur des questions sociétales, culturelles, moi et mes collègues et amis flamands, on se retrouvait souvent bien plus en commun que les Flamands et les Néerlandais entre eux en fait. Et donc cette opposition me semblait un peu, et ces termes me semblaient un peu questionnants. Oui, oui, c'est ce que Hans Wenacker me confiait tout à l'heure, que effectivement que voilà, mais d'entrée de jeu, on l'a dit, c'est la difficulté d'essayer de synthétiser le propos. Mais vous avez raison, les différences En fait, culturelles je sont suis énormes. sortie de ce séjour aux Pays-Bas en me disant qu'il y avait véritablement une culture belge en fait, Oui, c'est ça. qui n'est pas assez mise en évidence à cause Oui, il de n'y a la pas que les différence gaufres et de la langue. Magritte. Oui. Ça marche? On m'entend? Bonsoir à tout le monde. Plutôt qu'une conclusion affirmative, je vais terminer, donner le mot de la fin de ces échanges en partageant avec vous quelques questions, quelques réflexions, on pourrait presque dire quelques méditations. Je pense qu'il y avait peut-être un angle mort dans les échanges de ce soir où on pourrait presque dire une forme de naïveté. On croit souvent que pour que la Belgique se porte mieux, justement, il suffirait de combattre les clichés. Et que le jour où il y aura moins de clichés entre francophones et néerlandophones ou entre wallons et flamands, finalement, on aurait fait 90% du chemin pour qu'une Belgique aille mieux, qu'on ne soit plus dans ce climat de crise larvée permanente. Et moi, je me demande, est-ce que c'est si sûr? Est-ce que, en fait, ce qui manque, c'est pas, non pas quelque chose qui est, oui, déconstruire les clichés, mais une volonté active de faire exister ce pays. C'est vrai qu'on a parlé du Het Verhaal van Vlaanderen ou du canon flamand, et certaines voix wallonnes, on a cité Alain Gerlache ou Thomas Dermine, disent tiens, c'est vrai, ce serait intéressant d'avoir aussi un canon wallon, une histoire de la Wallonie, et de le faire dans une perspective qui ne serait pas forcément nationaliste, mais qui dit, et je pose juste la question, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais tiens, un canon belge, plus le jour où un responsable ou une responsable politique suggère ça aujourd'hui, il va être risible, il va être ridiculisé. Plus personne n'ose porter l'idée de la Belgique. Je ne fais que l'observer.
On a aussi posé la question de l'enseignement du néerlandais en Wallonie, cette question d'apprendre le néerlandais. Je remarque aussi quel responsable politique wallon porte très très fort l'idée en disant avec moi, quand je serai ministre, vraiment tous les Wallons vont devenir des super bilingues. Et quand Loretten Konings disait tous bilingues, elle ne précisait pas vraiment quelle langue. Et donc, qui dit on va vraiment faire un plan pour que les Wallons connaissent le néerlandais, parce que la Belgique ne peut pas survivre à long terme s'il n'y a pas une meilleure connaissance linguistique mutuelle. Et on a beau souvent dire, oui, mais de plus en plus, effectivement, de francophones mettent leurs enfants en immersion. Et vous savez, les Néerlandais, les Flamands d'aujourd'hui ne parlent plus si bien français, c'est vrai. Mais les statistiques montrent quand même que tendanciellement, les Flamands continuent à mieux parler français que les Wallons ne parlent le néerlandais. Et ça, c'est un fait qui est prouvé par une multitude d'études. Je voulais partager une deuxième réflexion qui est que ce travail de combattre les clichés est quelque chose d'inlassable et que parfois, en combattant des clichés, on en vient à créer des autres clichés, en fait, où il y a des clichés bienveillants qui parfois peuvent être tout autant un piège. Ça peut fonctionner dans les deux sens. Et là, je vous partage juste pour terminer un cas vécu, c'est que justement, avec le magazine Wilfried, depuis le numéro 1, on s'est dit, nous, on va vraiment faire attention, on va vraiment porter un grand focus sur la société flamande pour essayer de mieux la comprendre. Et notamment, il se trouve que les deux premiers partis politiques flamands, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont l'N-VA et le Vlaams-Belang. Donc on va essayer de les comprendre, ces deux partis-là, en donnant la parole aussi bien à des personnes de ces partis-là qu'à des personnes qui les combattent. Et lorsque notre numéro de juin est paru, ici juste avant les élections, sur le thème du nationalisme flamand en couverture, donc il faut savoir que le magazine Wilfried, on est pour le coup interculturel, vu que nos graphistes, ce sont des graphistes flamands, gantois. Et la réaction de nos graphistes gantois en voyant le dossier, ils disaient « Ah quoi, encore Bart de Wever ?» Parce qu'effectivement, eux, ce sont des graphistes gantois qui circulent en vélo, qui votent Groen, qui sont végétariens. Et alors, ils disaient « Encore Bart de Wever ?» Je dis « Mais c'est pas moi qui ai inventé que dans votre propre région, le premier parti, c'est la N-VA. » Mais eux se sentaient, par notre volonté de mieux comprendre la société flamande et de casser des clichés qui existent en Wallonie, se sentaient enfermés dans ce cliché-là. On a fait aussi une série d'interviews avec des écrivains, des écrivaines, des journalistes flamandes, qu'on appelait les plumitifs flamands. Donc dans chaque numéro, on avait un entretien approfondi. C'était aussi bien donc, des auteurs comme David Van Reybrouck, Lise Spiet, Anne Provost, mais des journalistes aussi, Rick Van Koolaert, Isol van den Einde. Et pareil, quand je parlais avec des Flamands, ils me disaient « Ah, mais pourquoi vous avez choisi un tel, une telle? Ils ne sont pas vraiment représentatifs, lui, je ne l'aime pas trop, etc. » Ils avaient l'impression, ils se disaient « Mais voilà, c'est un choix arbitraire d'une série d'entretiens avec des personnalités flamandes, mais eux le voyaient comme limitant. » Voilà, ça c'est pour notre regard à nous, Wallons, vers la Flandre, et notre volonté justement d'aller au-delà des clichés. Mais à l'inverse, et je terminerai juste par ça parce que ça a déjà été long, mais il y a un photographe gantois qui s'appelle Jelle Vermeersch, qui fait un travail vraiment passionnant. Il a fait une exposition l'année passée, une grande exposition à la Sint-Pieters-Abdij à Gand, s'appelait Buitenmensen, les gens du dehors, les gens de la campagne. Magnifique exposition photo. Il a voyagé dans 5 territoires ruraux en Belgique, le Westhoek, la Zélande, le Limbourg, et pour la Wallonie, c'était le Borinage et les Ardennes. Et j'avais emmené l'équipe de Wilfried, non pas en voyage scolaire, mais en excursion, on dirait en team building, pour aller voir ensemble l'exposition. C'était super intéressant, mais j'avoue, j'ai partagé avec mes collègues une forme de perplexité. Je laisse la question ouverte. Parce que je voyais d'autres Flamands qui visitaient l'exposition en même temps à la Sint-Pieters-Abdij, et c'était, je dirais, on a entre l'archétype des Flamands culturels, branchés, progressistes. Et les photos, les seules images de la Wallonie qui étaient là, c'était les Ardennes, et c'était des photos en noir et blanc de bûcherons ardennais, ou le Borinage, et c'était des photos en noir et blanc de personnes au visage marqué qui étaient
chômeur, fils de mineur, petit-fille de mineur. Et je disais, en fait, le travail est magnifique, mais voilà, c'est ça la vision en fait, que les Flamands progressistes ont de la Wallonie. C'est les Ardennes avec beaucoup de forêts de sapins et le borinage avec beaucoup de terris et des anciens châssis à molettes tout rouillés. Et voilà, et un autre auteur flamand que j'adore, qui m'a vraiment beaucoup inspiré, Pascal Verbeeken, qui a fait notamment tout un travail sur l'immigration flamande en Wallonie. Moi, je suis, voilà, ma grand-mère était flamande et je parie que dans cette salle, il y a plein de Wallons en fait ont des origines flamandes parce que cette grande migration flamande vers la Wallonie, mais qu'on a oublié en fait. Donc Pascal Verbeeken a fait ce travail-là. Et son dernier livre, c'est sur Charleroi. Et c'est un genre de guide touristique personnel de Charleroi. Il était interviewé la semaine passée, je pense, sur la radio publique flamande. Il disait, je donne vraiment ce conseil, tout Flamand devrait aller au moins une fois dans sa vie à Charleroi. Et Pascal connaît super bien Charleroi. Pour vous dire, pour les 60 ans de mon père, on lui avait offert comme cadeau une visite guidée de Charleroi par Pascal Verbeeken, un Flamand. Mais là aussi, je lui dis, j'ai une forme... Je trouve ça génial qu'un Flamand comme toi connaisse Charleroi 3 fois mieux que tous les Wallons réunis. Mais j'ai une perplexité aussi, parce que ce qui, toi, t'intéresse dans Charleroi, c'est une forme d'exotisme. Et on finit par ne plus voir, on disait, en fait, on voit les différences. Les différences, on les trouve même enrichissantes. On se dit, voilà, il n'y a pas que des clichés, il y a des différences chouettes. Mais ce qu'on ne voit plus, finalement, c'est la trame un peu invisible d'un way of life commun. Et vous disiez, vous êtes, dans votre remarque, c'est en allant aux Pays-Bas que vous voyez qu'il y avait pas mal de points communs entre Wallons et Flamands, mais des points communs qu'on ne voit plus. Parce qu'en fait, nous, souvent les Wallons qui aiment bien la Flandre, ils aiment dire, ouais, mais Gand, Anvers, la scène culturelle, c'est génial. Ostende, quelle atmosphère incroyable. Et voilà. Mais en fait, la grande masse de la classe moyenne, les gens place bêtement flamande ou wallonne, c'est les gens, bah oui, c'est les gens qui habitent à Turnhout, à Herentals, à Waregem, à Diest, à Tirlemont, et c'est aussi les Wallons qui habitent à Warem, à Lezan-Hainaut, à Marchand-Famenne, à Braine-l'Alleud, enfin rien de spectaculaire, mais en fait ça, même dans la volonté de casser les clichés, on oublie un peu ce way of life commun. Bon voilà, je termine sur ces réflexions-là. Merci vraiment à tout le monde pour votre attention, et on peut se retrouver juste à l'étage pour partager un verre, juste ici, on monte les escaliers et on y sera. Passez une bonne soirée. Et c'est un cliché wallon, le verre.